Notre enquête commence au cimetière du Père-Lachaise en novembre dernier. Une partie de la communauté chinoise de Paris est venue rendre un dernier hommage à une de leurs compatriotes. Elle s'appelait Shunlan Liu. Elle est morte à plus de 10 000 km de chez elle. Zhang Yuchao, son fils unique, ne l'avait pas vu depuis 2 ans. Il vient d'arriver de Chine avec ses 2 tantes. Il est effondré par les circonstances du décès de sa mère. Il faut que personne n'oublie ce qui s'est passé. Ça ne doit plus jamais se reproduire. Un drame qui s'est déroulé en plein cœur de Paris, dans le quartier de Belleville. Après les funérailles, la famille revient dans l'appartement de Shunlan. Elle n'était pas une immigrée comme les autres, c'était une sans-papier. Elle s'est défenestrée en entendant la police frapper à sa porte. Sa famille n'imaginait pas qu'elle habitait dans un immeuble aussi vétuste et qu'elle avait peur, tous les jours, de se faire embarquer. C'est ici que cette sans-papier habitait, 20 mètres carrés, où s'entassaient 6 clandestins chinois. Chacun payait 120 € par mois. Pour la famille, le choc est brutal. Tu te rends compte à quel point c'était dur pour ta maman? Elle est tombée malade et elle ne pouvait plus travailler. Elle a dû abandonner tous ses petits boulots. Tu sais tout ça? Le fils ne pouvait pas savoir. Comme beaucoup de migrants, sa mère donnait de ses nouvelles, mais cachait ses difficultés à la famille, restée au pays. Je me doutais que ma mère avait une vie dure, mais vraiment pas à ce point. Je n'aurais jamais cru qu'elle vivait dans un tel taudis. Pour nous, ce genre d'endroit n'existait pas en France. En Chine, tout le monde croyait qu'elle allait revenir un jour, riche. Vous allez raconter aux gens que vous connaissez en Chine à quel point c'est dur ici, en fait, pour les immigrés chinois? Oui, il faut qu'ils sachent. Ce drame n'est pas isolé. L'an dernier, 5 sans-papiers se sont tués en tentant d'échapper à la police. Jamais la lutte contre l'immigration irrégulière n'avait été aussi ferme qu'aujourd'hui. Une politique initiée par Nicolas Sarkozy, qui, ministre de l'Intérieur, affichait déjà clairement ses objectifs. Et grâce à des objectifs chiffrés, j'assume, assignés au préfet, le nombre des mesures d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière exécutées a fortement augmenté. Tenez-vous bien, 10 000 mesures en 2002, 12 000 en 2003, 15 000 en 2004, nous dépasserons les 20 000 en 2005. Depuis, ces quotas n'ont fait qu'augmenter. Cette année, la barre a été fixée à 26 000 expulsions. Dans les rues, les gares, sur les lieux de travail, contrôle d'identité et interpellations se multiplient. Cette politique du chiffre se traduit par des expulsions musclées de sans-papiers. Et pourtant, ils sont environ 400 000 à vivre aujourd'hui en France. La plupart d'entre eux travaillent. Bienvenue dans un monde où les choses ne sont pas si simples. D'un côté, des sans-papiers venus travailler ou chercher asile en France. De l'autre, un gouvernement qui refuse de régulariser ceux et celles qu'il n'a pas choisis. Au cœur de ce bras de fer, nous allons suivre l'étonnante vie clandestine de Karim, l'Algérien, de Yekaterina, la Kazakh, et de Zhongfei, le Chinois. Liberté pour Monsieur Franck! Une scène devenue presque banale devant le commissariat du 18e arrondissement de Paris. Super, vous êtes des marionnettes, vous êtes des clowns, vous appliquez une politique dégueulasse. Ces militants des droits de l'homme veulent libérer un sans-papier chinois, enfermé dans le fourgon cellulaire. Ils n'ont pas de mots assez durs contre les policiers. Certains les comparent même aux policiers de l'occupation. Vous avez déjà embarqué les justes, maintenant vous embarquez
Au milieu des manifestants, Sophie, qui connaît ce monsieur, est très inquiète. Sa fille qui est à l'école avec la mienne ne sait pas où est son papa. Elle a cru comprendre qu'il allait être libéré, mais j'ai peur qu'elle ait mal compris en réalité. Et donc elle a 8 ans et elle attend de ses nouvelles. Liberté pour Monsieur Rose! Le sans-papier chinois doit être transféré dans un centre de rétention où il va être enfermé. Les militants tentent in extremis d'empêcher la camionnette de l'emmener. On vous fera sortir! Liberté pour Monsieur Rose! Régularisation de tous les sans-papiers! Les sans-papiers, ce ne sont pas les criminels! Ça m'embête pour... pour sa famille. Si la justice confirme cette arrestation, la famille risque d'être séparée. L'épouse et les enfants du sans-papier habitent à 2 pas de chez Sophie. Quelques heures plus tard, elle vient prendre de leurs nouvelles. La maman est elle aussi sans papier. Elle élève sa fille de 9 ans et ses 2 jumelles d'1 an, nées en France. Seul l'aîné parle français. Tu as eu des nouvelles, toi, de ton papa? Il a appelé ici ou pas? Oui. Il a appelé ici? Oui. Il a dit où il était? Il est à Vincennes? Il est où son papa? Dis-lui qu'on a pris un avocat. On a déjà trouvé un avocat. Vous avez trouvé un avocat? Oui. Toi, tu traduis? Oui. Pour que mon père il sorte. Le surlendemain, au palais de justice. Il est 10h, Zhongfei va comparaître devant un juge qui doit confirmer son placement en rétention. Et le sans-papier a très peu de chances d'y échapper. L'audience est publique, son épouse arrive avec ses 3 enfants. Il faut montrer au magistrat qu'il a en main le destin de toute une famille. Toute la famille dépend de lui. On a besoin qu'il travaille. S'il n'est plus là, qu'est-ce qu'on va devenir? Sa dernière chance, c'est cet homme, un avocat trouvé par la communauté chinoise. Sa stratégie, convaincre le juge que les enfants ont besoin de leur père pour vivre. Impossible de filmer à l'intérieur du tribunal, nous décidons de faire quelques images à l'aide d'un téléphone portable. Devant la salle d'audience, beaucoup d'autres proches de sans-papiers attendent. C'est dans l'escalier que la famille patiente plus de 2 heures. La comparution dure un quart d'heure. Zhongfei est renvoyé en centre de rétention pour 15 jours. Il n'a pas le droit de parler à son épouse. De loin, il lui fait un petit signe de la main. Les petites filles comprennent qu'elles ne reverront pas leur père. À la sortie du tribunal, l'avocat dénonce une audience bâclée. Malheureusement, on sait que le dimanche, ici, on tombe sur des juges qui ne sont pas spécialisés et que c'est un petit peu à pile ou face. Ça se passe toujours comme ça, aussi rapidement Ce sont malheureusement des procédures extrêmement rapides. Nous avons vous-même quelques heures pour préparer le dossier dans le meilleur des cas. J'ai été contacté par la famille hier soir très tard. Je n'ai même pas eu la possibilité de m'entretenir avec lui par voie téléphonique au centre de rétention. Zhongfei risque d'être renvoyé en Chine dans moins de 10 jours. La famille a encore une chance de l'empêcher. Elle décide de faire appel. En attendant, le sans-papier est reconduit au centre de rétention. Pour ne pas risquer une telle séparation, certaines familles ont choisi de vivre totalement recluses, sans jamais mettre un pied dehors. Nous sommes dans une petite ville du Maine-et-Loire.
Dans cette chambre sont cachés Yekaterina, son fils de 10 mois, et son mari Vladimir. Ils ont aussi une fille de 3 ans. Ces jeunes mariés de 25 ans ont fui leur pays natal, le Kazakhstan, dans l'espoir d'obtenir l'asile politique en France. Toutes leurs demandes ont été rejetées. Ils risquent l'expulsion à tout moment. Alors ils se terrent. On a pensé que ce sera difficile, mais on a pensé que la France elle va nous protéger. Mais on n'a jamais pensé que ce sera comme ça. On n'a pas de choix qu'on attend un miracle, que j'ai déjà dit. On attend un miracle, mais il n'arrive pas encore. En attendant un miracle, ils vivent littéralement cloîtrés, terrifiés à l'idée d'être repérés par la police, ou même d'éveiller les soupçons du voisinage. Ils n'osent même pas sortir dans le jardin. Depuis 6 mois, ils errent de cachette en cachette, protégés par un réseau de militants. On va bientôt mettre les gnocchis en route. Patrice et sa femme n'ont pas hésité un seul instant à leur venir en aide. On ne s'est pas posé 50 fois la question de savoir si on allait les accueillir. Quand on évoque certaines époques, on se dit c'est des choses qui sont révolues maintenant. Donc il n'y a plus ça chez nous. Donc on ne s'aperçoit pas qu'encore. On a encore besoin de cacher des gens pour des causes que moi j'estime justes. Pour des raisons de sécurité, la fille aînée des Popov est séparée de ses parents. Ce matin, après 2 mois d'éloignement, Véronique, 3 ans, retrouve sa maman. Le premier contact est un peu difficile. Ma fille, elle est comme quelqu'un d'étrange, que si c'est pas ma fille, elle approche pas. Même elle ne donne pas un sourire pour moi. Même pas un bisou, rien. Elle commence à oublier déjà ses parents. Toute la famille est au complet car aujourd'hui, il faut changer de cachette, comme le feraient des criminels en fuite. Le chef d'orchestre, c'est elle, Katia. Professeure de lycée, elle fait partie du réseau Éducation sans frontières, une organisation qui lutte contre les expulsions de sans-papiers. On reste derrière avec les enfants. Il y a Vladimir qui va avec une des voitures, Catherine dans l'autre. Et s'il y a un souci, on vous appelle. Pas moins de 4 voitures sont mobilisées. La famille voyage séparément pour échapper à la police. C'est pour qu'ils ne puissent pas se faire arrêter tous en même temps. Auquel cas, s'ils sont arrêtés tous en même temps, c'est centre de rétention tout de suite. Tant qu'ils n'ont pas la famille entière, ils ne peuvent pas. Pendant ce temps, une autre militante s'occupe des courses. Les Popov n'ont plus d'argent, elle règle la facture de sa poche. Depuis maintenant 6 mois, la famille sans papier dépend entièrement du réseau Éducation sans frontières. Le cortège s'organise. Quelques heures seulement après avoir retrouvé sa maman, la petite fille ne comprend pas cette nouvelle séparation. Elle a peur qu'elle parte tout seule et on ne revient pas. Elle a peur de nous perdre. Go! Allez, go! Les voitures ont près d'1 heure de route avant d'arriver à destination. Pour les Popov, il s'agit du 9e transfert en 3 mois. À chaque fois, ils craignent de ne pas se retrouver à l'arrivée. C'est toujours pareil, c'est toujours très difficile. Parce qu'on a l'habitude d'être toujours ensemble, on n'est pas séparés depuis notre mariage. Tout au long du trajet, une seule obsession, les contrôles policiers. Moi, j'ai toujours sur la route faire attention. Regarder à gauche, regarder à droite, voilà. Parce que les policiers, adorent prendre poids. On ne peut pas garer son voiture, par exemple, ici pour arrêter les voitures. La police peut aussi inquiéter les conducteurs. Aider une personne en situation irrégulière est un délit. Dans la voiture de tête qui conduit Vladimir, on se rassure comme on peut. On a passé l'âge des contrôles. Nous? Oui. On fait mère de famille. Vous risquez quoi, vous, concrètement, si vous êtes arrêté? La même chose que quand on a hébergé. C'est-à-dire 5 ans de prison. C'est quand même plus à l'aise qu'effectivement si j'avais des mitraillettes ou de la drogue, où là je me demanderais en plus pourquoi je peux faire ça. Alors que là, il y a une légitimité profonde. Ça n'empêche pas un peu d'avoir la trouille, mais... À la fois, on est dans un pays de liberté, donc
liberté, c'est pas pour tout le monde, liberté. Moi, idéalement, c'est ce que j'aimerais. La liberté existe pour les gens qui sont avec papier, voilà. Ces militants ne se sentent pas coupables. Pourtant, leurs bons sentiments ne leur donnent pas le droit d'échapper aux lois et d'aider les sans-papiers. Un par un, les Popov arrivent dans leur nouvelle cachette. Tu peux tirer aussi. Ça va? Mieux que dans la voiture. Yekaterina est très inquiète. Elle n'a même pas visité l'appartement. Ça va, Catherine? Pas très. Je peux rapprocher le salon parce qu'il y a des fenêtres qui sortent sur la rue. Quelqu'un qui peut me voir ici, ça me fait peur. Les militants ne savent pas comment les rassurer. À la hâte, quelqu'un est allé acheter un rideau. C'est combien là, comme ça, c'est mieux? Tu peux te promener dans la pièce, hein? Un petit peu mieux. Oh, bah, là, on peut pas à travers, hein? On peut même pas jouer aux ombres chinoises. Yekaterina est toujours aussi inquiète. Elle a repéré d'autres voisins, beaucoup plus gênants. C'est comment ici? Dangereux. Pourquoi dangereux? La préfecture aussi, là. Donc s'il y a une préfecture, ça dit qu'il y a à côté les policiers, ça c'est sûr. Et encore, les Popov ignorent qu'une des chambres dont la porte est restée fermée a une vue imprenable. En fait, la fenêtre donne sur le parvis de la préfecture. Le bâtiment qu'on voit au fond, c'est la préfecture. Et là, à gauche, où sortent les gens, c'est le conseil général. Oui, ça me fait marrer parce que j'ai tendance à dire que on n'a jamais aussi bien caché les agneaux que dans l'antre du loup. Dès le lendemain, les Popov vont demander à déménager. Ils ne sont pas au bout de leur peine. La clandestinité est quasiment invivable. Alors certains sans-papiers déploient des trésors d'imagination pour arriver à mener une vie presque normale. Au milieu des passants parisiens, cet homme au pardessus noir, à l'écharpe en cachemire et à la sacoche en cuir, a toutes les apparences d'un cadre sans histoire. Ah, j'aime les grandes marques. Hein, elle est belle cette basket là. Les apparences, elles sont trompeuses. Dès qu'on est bien habillé, on passe comme le vent. Karim cherche à se fondre dans la foule, car il est lui aussi sans papier. C'est pourquoi nous le suivons, en caméra cachée. Parisien depuis 7 ans, il a réussi à ne jamais être contrôlé par la police. Et ce n'est pas un hasard. Comme ça, je suis bien habillé. Je pense pas qu'il y a un flic qui vient chez moi et dit « S'il vous plaît, est-ce que vous papier ?» Les habits, ça joue 90%. Sûr de sa technique, il ne fuit pas les grandes gares ultra surveillées en raison du plan Vigipirate. Il se permet même de frôler les policiers et les militaires qui peuvent le contrôler à tout moment. C'est nickel. Même s'il aime bien jouer au plus malin, Karim ne baisse jamais la garde. Il sait que le moindre faux pas pourrait le faire tomber, tricher dans le métro par exemple. Ah, moi je joue pas, j'ai jamais grillé un truc du métro. Aïe aïe aïe, ça dépend, de temps en temps il y a des flics, et de temps en temps il y a des contrôleurs. Il y a des gens, à cause d'un ticket, ils ont quitté la France. Autre technique, s'assurer un réseau d'amis détenteurs, eux, de papier, en bonne et due forme, comme ce commerçant algérien. Karim le sans-papier se sent aussi bien intégré que son ami titulaire d'une carte de séjour. Ici, j'ai mes attaches familiales, j'ai ma sœur. Parce que ici à Paris, je peux même pas, ne pas parler français. Il est arabe, le boulanger il est arabe. Ils sont chez toi. L'Algérie, une histoire d'amour, comme un couple. Tu vois, il y a beaucoup. Ils ont été colonisés 132 ans. Et vous aimeriez retourner en Algérie? En Algérie? Non, moi je l'appelle plus l'Algérie. Je l'appelle Malgérie. Parce que si vraiment l'Algérie elle était bien gérée, on n'a pas besoin de
C'est des Français qui viennent travailler chez nous. Oui, c'est vrai. Allez, salut, ciao. C'est dans un hangar, en proche banlieue de Paris, que Karim vient acheter ses vêtements chics. Non, Dean, ça va, frère. Salam alaikum. Ça va? Un repère que seuls connaissent les accros de la mode. Ici, les plus grandes marques françaises et italiennes écoulent leur fin de série à des prix défiant toute concurrence. Ça, c'est branché. Ça, tu trouves chez il a 200, 220, plus peut-être. Et lui, il vend à 80 pour moi, je suis sûr, au moins. Karim est exigeant, mais son budget est serré. Ici, il peut s'offrir les habits les plus élégants, son sésame pour échapper à la police, mais pas seulement. Avec un beau pull branché, un beau jean, une belle chaussure branchée, et tu vas partir en boîte, et c'est qui va vous... Je suis comme un roi. Ça, c'est pas mal. Hein. Karim travaille malgré sa situation. Il vit de petits boulots dans la restauration qui lui permettent de louer un studio dans un quartier huppé de Paris. J'habite là, dans l'immeuble. Un quartier qu'il a choisi tout exprès. Selon lui, la police ne s'attend pas à y trouver des sans-papiers et les contrôles sont rares. Un immeuble haussmannien, une boîte aux lettres à son nom. Rien, Dieu merci. Tous les signes extérieurs d'une vie bourgeoise tranquille. Une stratégie qui coûte cher aux sans-papiers. Pour 260 € par mois, Karim n'a qu'une simple petite chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur, avec toilette et salle de bain sur le palier. Ça, c'est ma vie. Depuis 7 ans et demi, ma vie, elle est là. Dans le cartable, mon cartable. Ça, c'est l'habitation. Le jour, ils ont donné quitter le territoire. Et dans son cartable, il y a même une vieille lettre de la préfecture de police qui le somme de quitter le territoire. C'est ce qu'il appelle le kit. Ils ont donné le kit. Ça, c'est le kit. Ça, c'est un kit. Quitter le territoire. Il faut quitter le territoire. Mais ça va, c'est pas méchamment, c'est pas méchant par rapport à quelqu'un. Un kit qui est territoire. Je vais aller où? Chez moi, la France. En théorie, il risque non seulement de se faire expulser, mais aussi 1 an de prison ferme et 3 700 € d'amende. Pourtant, Karim, après 8 ans de vie en France, s'estime suffisamment intégré pour avoir droit à des papiers. J'ai le droit à rester, c'est ça. Donne-moi les papiers pour travailler. Ils ont besoin d'immigration, ils ont besoin des jeunes. Parce que 75% des Français, ils sont vieux. Il va partir en retraite. Hein. Karim est tellement bien intégré que, comme n'importe qui, il paye son loyer, son électricité et même des impôts, sa taxe d'habitation. Tout est à son nom et adresse véritable. T'as pas peur que la police elle te retrouve facilement? Chez moi? Ouais. Et le problème, on est dans un pays des droits de l'homme. Ça existe, j'ai le droit à l'avocat et j'ai le droit à rester. Le bas, il est là. Karim a su jouer des failles du système, mais sa situation reste très précaire. Le propriétaire, il sait que t'es sans papier? Non. Elle a pensé comme j'ai des papiers. Hein. Pourquoi tu lui as pas dit s'il est sans papier? Attends, c'est sympa. Tu t'imagines, hein? Il va me dire non, c'est interdit. Attends, c'est un Français, hein? Sa botte secrète, c'est ce document, une carte de séjour. Vrai, faux? Elle est fausse. Ça n'a rien à voir, regarde. Ça joue, ça c'est pas... Ça se voit les fausses, regardez. Ça brille pas. Il n'y a pas d'insigne, tu vois. C'est l'ultime astuce de Karim. Impossible de mener une vie normale sans au moins détenir un faux papier. Beaucoup d'illégaux connaissent la filière, il suffit d'appeler un fournisseur et de passer commande. Eh ben ça rentre. Ouais, j'ai besoin d'une carte, c'est possible? Zarga, nationalité française. T'es où? Allez, à tout à l'heure, c'est bon. On se voit tout à l'heure. Hein. Ça. Pour nous montrer qu'il ne bluffe pas, Karim nous propose d'aller chercher avec lui une fausse carte d'identité. Son fournisseur lui a donné rendez-vous en plein Paris, à l'heure de la sortie des bureaux. Carajo, pota, comment ça? Ça va? Oh, une belle voiture, hein? On part au Portugal? Karim a l'air tranquille, et pourtant il sait qu'il s'adresse à des filières mafieuses qui fournissent aussi des criminels. Il risque 5 ans de prison
et 80 000 € d'amende. C'est dans le restaurant le plus branché du quartier qu'il a donné rendez-vous à son contact. Bonsoir. Je suis en sécurité ici. Pourquoi? Parce que les grandes banquiers, les flics, ils ne pensent pas. Il y a des gens qui viennent traiter les affaires et tout. Mais s'il y a un café rebeu, il rentre. Et là aussi, il y a toujours un problème. Ici, pour Karim, le danger ne vient pas de la police, mais du fait que le trafiquant puisse nous voir avec lui. Le temps de l'entrevue, nous lui confions notre caméra cachée. La négociation s'engage immédiatement. Pour 400 €, l'homme propose une copie de carte d'identité. Comme au guichet de la préfecture, Karim lui donne sa photo et décline son état civil. Alger, bien sûr, on a fait Alger. 4. L'homme peut avoir beaucoup mieux, mais c'est aussi beaucoup plus cher. كيف البيمون جيبها معايا دير الدراهم تحت انا ندير الدراهم ندبروه لاميرا اللي موراه يدفع نعطيك خرطومه يخلص لي اني باغري محسوب 30 عام sûr. Ce genre de papier est au-dessus des moyens de Karim. Il reste sur sa première commande. Prochain rendez-vous dans 48 heures pour la livraison. J'ai fait ça pour que je gagne ma vie, c'est impossible. Je vais aller dans un restaurant ou magasin, je cherche un boulot. Il va me demander, la première chose, il va me demander est-ce que vous avez des papiers? Mais si je dis non, il va me dire désolé, on ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont pas de papiers. C'est interdit. Comme Karim, les 400 000 clandestins qui vivent en France doivent trouver des papiers pour gagner leur vie. Et pour cela, à chacun sa recette. Il est 7 h du matin, nous sommes dans les bureaux d'une grande compagnie d'assurance en plein Paris. L'immeuble est encore vide, seul Koné, l'homme de ménage ivoirien, est au travail. Koné vient ici 3 jours par semaine, de 6 h à 9 h. Il fait partie de ces gens que l'on croise chaque matin en allant au bureau, sans se douter qu'ils sont dans l'illégalité. Est-ce que les gens savent que vous êtes sans papier? Non, là, ils n'ont pas le droit de savoir. S'ils apprennent vis-à-vis de la loi, bon, ils n'accepteront peut-être pas. Ni ses collègues, ni même son patron ne connaissent sa situation. Pour garder sa place, le silence est la règle d'or. Bien sûr, on sait qu'on prend le risque, mais on sait que c'est assez sensible quand même, donc on n'en parle pas comme ça. Koné a 36 ans. Il est entré en France en 2001 à l'aide d'un simple visa touristique. Depuis, chaque mois, il envoie le tiers de son salaire au pays où ses 2 filles suivent des études supérieures. C'est un boulot certes, mais surtout le nettoyage, c'est le plus bas de l'échelle. Bon, nous on le fait, d'une part parce qu'on est dans la nécessité, de deux on est étranger, et même si on a des diplômes, c'est pas reconnu, et comme il faut vivre, donc on ne choisit pas. Koné n'a pas de papier en règle, pourtant il n'a jamais eu de mal à trouver du travail. Depuis 7 ans, il accumule les contrats. Il est actuellement en CDI dans 3 sociétés différentes, dont une qui lui fait balayer chaque semaine les couloirs du Sénat. Il y croise régulièrement des hauts responsables politiques. Même les ministres, en fait, je les voyais. J'ai vu Christine Lagarde, j'ai vu plein d'autres ministres. Apparemment, ils n'ont pas eu peur de moi. Pour se faire embaucher, sa tactique est simple. Il se présente avec une carte de séjour, une vraie, mais c'est celle d'un de ses amis. Jusqu'ici,
aucun employeur n'a vu ou voulu voir que la photo d'identité ne ressemble pas du tout à Koné. Quand vous regardez la photo, vous vous dites quoi? Quand je regarde la photo, je dis tant mieux si ça passe. Ouais. Ah oui, ça fait mon affaire. 3 collègues sans papier de Koné utilisent la même carte pour trouver du travail. Retour dans le 18e arrondissement. Karim vient récupérer aujourd'hui sa fausse carte d'identité. Ça y est, je suis dans le 18e. Hein. Allez, je t'attends. Hein. Problème, son revendeur reste injoignable, un silence inhabituel. On ne sait jamais. Soit les flics qu'ils ont pris, soit... Ben oui, c'est ça le trafic. Hein. Les flics, tu te laisses travailler, après, les jours, tu tombes. Karim veut en avoir le cœur net. Dans le quartier, l'homme est connu comme le loup blanc. Il active son réseau de connaissances. Et Ali, t'as pas vu Samir? Je cherche Samir, vous savez où il est? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Dis-moi pourquoi tu le cherches, je t'arrange le coup. Salam alaikum. Bonjour, t'as pas vu Samir? Ah non. Il l'attrape, t'inquiète. Putain. Mais il est là, le parapluie, je sais pas, il est où. Mais il est là. Putain, on m'avait dit dimanche, il répond pas. En plus, je lui ai filé une avance. La patience de Karim est récompensée. 2 heures plus tard, le fournisseur finit par débarquer. Karim porte sur lui la caméra cachée. Notre présence inquiète le trafiquant. لطيف Inspecteur Joanne, inspecteur Maurice, inspecteur qui? Inspecteur Lucie. طيح عليه وطيح عليه تقل له اقسم بالله غتجي من الريستورون نخدم معاه يعني لا تقل له. Les 2 hommes s'isolent, loin des regards. ورث العجوز غير ما تخاف ورحمة مهمتي يا سيدي او تخدم معاه في الريستورون قالك فيك زبي تقل له يا زبي نديك الحبس انا قالوا كان شكام تاع لابوز يا خيت مني نعطيك دراهمك. C'est dans le hall d'un immeuble que se fait la transaction. Tout est prévu. En échange de l'argent, une enveloppe surgit dans un local à poubelle. En moins de 2 minutes, l'affaire est bouclée. Retour chez Karim pour un contrôle qualité. C'est nickel. Là, il est bien coupé. Et même le papier, c'est pas de la merde, ça va, ça passe. Si je le montre à un patron, il va dire je suis français. Pourtant, en la comparant avec notre carte d'identité, un léger détail trahit la contrefaçon. Sur la vraie carte, le nom du directeur de la police est Louis Ducamp. Sur la fausse, il s'appelle Jean, et un S s'est ajouté à son nom de famille. Si un policier tombe dessus, tu crois que... Ça dépend du policier. Si un policier vient de province et ne connaît rien. C'est un policier de grande ville. Il a l'expérience et il connaît comment ça se passe. Pourquoi tu m'as dit reste... Soudain, l'attitude du sans-papier est moins fanfaronne que d'habitude. T'as peur des voisins? Il est 21h, la plupart de ses voisins sont rentrés. Pour Karim, les murs ont des oreilles. Avec un peu d'astuce, un bon réseau et pas mal de culot, un sans-papier comme Karim peut mener une vie quasi normale. Mais quand cela ne suffit pas, il faut employer les grands moyens. Retour au palais de justice de Paris. Depuis 5 jours maintenant, la famille chinoise est déchirée. Le père des 3 petites filles est toujours retenu au centre de rétention. Regardez les enfants, papa arrive. Ce matin, Zhong Fei comparaît devant la cour d'appel. C'est sa dernière chance d'être libérée. Devant la salle, sa femme s'est postée au seul endroit où elle peut voir son mari, assis au fond. Avant de pénétrer dans la salle d'audience, il esquisse un geste de tendresse. Derrière cette porte, l'avocat va le rassurer. Il a découvert des éléments nouveaux. Pendant la garde à vue,
les policiers ont accumulé les fautes de procédure, des erreurs qui paraissent a priori sans importance. Une garde à vue doit durer 24 heures. Monsieur Mons a été interpellé à 13h30 le 6 décembre. Sa femme garde à vue lui est notifiée sur l'emporté verbal de 13h30 le 7 décembre. Le délai expire à la 60e seconde de la 59e minute de la 23e heure. Donc, la garde à vue a duré 1 seconde de plus que ne le permet la loi. L'erreur peut paraître insignifiante, mais pour le juge, elle casse toute la procédure à l'encontre de Zhongfei. Votre mari a été libéré aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris, ce qui ne signifie pas qu'il est en situation régulière, mais pendant 8 jours, il ne pourra plus être inquiété. La justice vient de donner 8 jours à Zhongfei pour qu'il rentre en Chine par ses propres moyens. Au-delà de cette échéance, il reviendra à sa situation irrégulière et tout risque de recommencer. Sa fille de 9 ans l'a bien compris. Dans des jours après, j'ai peur que la police il arrête encore. Tu penses que ça peut arriver? Oui. Pourquoi? Pourquoi ils arrêteraient ton papa? Parce qu'on n'a pas de papier. Zhongfei est libéré, mais pas régularisé. Une décision paradoxale, car bien sûr, il n'a aucune intention de retourner dans son pays d'origine. Je ne rentrerai pas en Chine. Je veux donner à mes filles toutes leurs chances, qu'elles puissent continuer leurs études. L'aînée est à l'école depuis plusieurs années, elle est bien intégrée. Pour nous, c'est impossible de rentrer en Chine. Ce père de famille est loin d'être un cas particulier. À Paris, l'an dernier, plus de la moitié des sans-papiers interpellés ont été libérés. Comment en est-on arrivé là? Aux yeux de certains policiers, la politique des quotas commence à agacer les juges. Et ils n'hésitent plus à marquer leur indépendance en torpillant les procédures d'interpellation de la police. Nous, on constate tout simplement qu'on fait plus notre travail et qu'au bout de la chaîne, notre travail n'est pas suivi. Les gardes à vue prouvent que les services de police interpellent, on a plus de gardes à vue et aujourd'hui, on arrive à un constat qui fait que plus on a de gardes à vue, moins on arrive à expulser. Retour dans le Maine-et-Loire. Cela fait près de 3 semaines que la famille Popov est confinée dans une nouvelle cachette. Un appartement, rien que pour eux. Le loyer comme la nourriture sont toujours à la charge du groupe de militants qui les soutient. 3 semaines tous ensemble, loin de la préfecture, mais aussi sans aucune sortie, ni la moindre promenade pour les enfants. Les jours défilent, identiques les uns aux autres. Comment expliquer à une petite fille de 4 ans qu'elle n'a pas le droit de rejoindre les autres enfants, dans le parc juste en face, ou même de retourner à l'école? C'est cartable à Véronique avec qui elle est allée à l'école. Elle joue souvent. Elle le prend, elle met des crayons, des dessins, tout ça dans le cartable. Les livres. Et elle demande toujours d'aller à l'école. Même l'école a fini par devenir un endroit particulièrement risqué pour la famille. C'est dangereux pour nous ramener Véronique à l'école. On est tombé une fois comme ça sur le contrôle et Vladimir il était dans le centre de rétention à cause de ça, à cause des contrôles comme ça à côté de l'école. En août dernier, la famille a failli échapper à cette vie clandestine. Après une arrestation, un juge les libère, leur cas doit être examiné. Sauf qu'un homme va personnellement s'y opposer, le préfet du Maine-et-Loire, Jean-Claude Vachet. Il prend même position contre la famille dans la presse régionale. Quand on a affaire à des personnes de mauvaise foi, la loi doit pouvoir s'appliquer. Il a du mal à remplir les quotas de reconduite à la frontière demandés par le gouvernement et ne veut pas faire d'exception. Ce soir,
À Angers, nous profitons de la soirée de présentation des vœux du préfet pour tenter de l'interviewer. Tout le gratin politique est là. Il y a même la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Oui, je suis une force de la nature. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Bonsoir. Vous auriez une petite minute pour M6 ? Une petite question pour M6. Il se trouve que j'ai suivi de près le parcours de la famille Popov. Non, moi je ne veux pas parler de dossier individuel. Excusez-moi, mais... Si c'est la question que vous allez me poser, je ne répondrai pas. Tout est dans mon discours. Un discours qui ne laissera pas beaucoup d'espoir à la famille Popov. Notre pays a une politique et des lois qui s'appliquent aux étrangers qui entendent se maintenir en France alors qu'ils y sont entrés irrégulièrement. Cette politique et ces lois consistent à leur signifier et organiser leur départ de notre territoire. La loi est claire. Alors, Yekaterina a décidé de jouer le tout pour le tout. Il est 6 h du matin, elle sort de sa planque. Sa dernière carte, alerter l'opinion publique sur sa situation. Pour protéger ma famille, il faut que moi je prends un risque. Car mes enfants, ils ne sortent pas de la maison, ils sont toujours enfermés. C'est presque pareil que la prison. Véronique a envie d'aller à l'école, elle peut pas. Et je ne peux pas l'expliquer pourquoi elle ne peut pas aller à l'école. Direction Paris. Yekaterina a rendez-vous dans un palais de la République, encore plus impressionnant qu'une préfecture, le Sénat. L'entrée principale grouille de policiers, mais les organisateurs de l'opération ont tout prévu. Quelqu'un l'attend dans une rue adjacente, à l'insu des policiers, et la fait entrer par une porte dérobée. Donc je reste avec eux. Bonjour. Entrez. Bonjour. 3 parlementaires de gauche ont organisé pour elle et un autre sans-papier une conférence de presse. Ça va bien se passer. Yekaterina est loin de se sentir en sécurité. Là, c'est une petite dépendance du Sénat. Et après, pour partir. Alors, pour partir, on a plein de plans, un plan A jusqu'à Z, et qu'en gros, il y a une sortie de sécurité. On préparera au moment où vous viendrez, on dira aux voitures d'être là. Les parlementaires vous raccompagneront jusque dans la voiture. Tout va bien se passer. Voilà. Monsieur le sénateur de Cessart. Jean de Cessart, un sénateur vert. Il a fait du combat en faveur des sans-papiers une priorité. Il a personnellement déjà obtenu plusieurs régularisations. Un peu tendu au Sénat. Et vous êtes depuis combien de temps En France? Oui. En 88. Combien? 88. En 88? Ouais. 20 ans. Pour être régularisé. Et jamais? Jamais. Aucune régularisation? 4 fois. Et vous, madame? Mon mari, il était 5 fois en rétention. 5 fois en rétention? 5 fois, oui. Dernière fois, on était tous ensemble depuis 15 jours. Depuis? 15 jours. Après, on était libérés par juge de liberté et détention. D'accord. Ben... Ce qui est frappant quand même, c'est que vous êtes libéré du centre de rétention et vous n'avez pas de papier. Il y a une situation complètement anormale. Monsieur est depuis 18 ans en France avec 4 enfants scolarisés. Madame est allée plusieurs fois au centre de rétention et a été libérée. Et on n'a toujours pas une solution. Alors, allons-y. Un législateur qui soutient des hors-la-loi, la situation est surprenante. Comment ça se fait? On est quand même dans une instance de l'État. Oui, et alors? C'est le même État qui chasse, qui reconduit à la frontière des sans-papiers ici. Oui, il y a plusieurs services. Je ne sais pas si on va pouvoir tenir tout. Un sénateur n'est pas forcément solidaire d'un préfet. Nous, on est élus par la population pour représenter des idées et ensuite gérer le pays en fonction de ces idées. Les choses ne sont pas si simples et c'est justement ça qui est le problème, c'est que les choses ne sont pas simples. Au Parlement, il existe une large majorité favorable au quota de reconduite à la frontière. Il ne reste aux opposants que la lumière des médias pour tenter de régulariser des cas particuliers. Mais pour Yekaterina, pas facile de passer d'un extrême à l'autre. Je vous demande de bien vouloir flouter le visage de Yekaterina Popov. Merci. Nous avons décidé d'en finir avec cette hypocrisie. Il y a là un sénateur vert, une communiste et un poids lourd du PS, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, je suis Yekaterina
Yekaterina Popov. Je viens en France au mois de décembre 2002 pour demander asile politique ici en France. Pendant 20 minutes, Yekaterina raconte son exil et sa vie de sans-papier. Mais elle espère surtout que le parlementaire arrivera à faire avancer son dossier. Bon, vous été ? On verra. Et vous pensez comment ça peut nous aider pour des papiers On va essayer de faire le nécessaire. Parce que vraiment vivre comme ça, On va essayer de faire le nécessaire. c'est très dur. Allez, bon, Léna. merci. Jean de César a l'intention d'interpeller directement le Premier ministre à son sujet. Mais après 7 demandes de régularisation rejetées, Yekaterina reste sceptique. J'espère que ça va arranger des choses. Vraiment, sinon, je sais pas. Prochaine fois, ce sera rendez-vous avec Sarkozy. Pour Karim, pas question d'alerter les ministres sur son cas. Il préfère se débrouiller tout seul. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il a pris l'initiative de déclarer ses revenus aux impôts. Une façon d'accumuler des documents officiels sur ses années de présence en France. C'est pas là, non, c'est preuve pour moi, comme quoi ça fait 8 ans que je suis ici en France. Une personne sans papier n'a pas le droit de travailler. Et pourtant Karim joue franc jeu. Il ne cache rien de sa situation aux impôts. Ce matin, il a rendez-vous avec un agent du fisc. Et ça n'a pas l'air de l'inquiéter. C'est une balance, c'est eux qui perdent. C'est pas nous, hein. Il a reçu un courrier des impôts qu'il ne comprend pas bien. Et il vient se renseigner. Nous l'avons équipé d'une caméra cachée. Vous avez envoyé ça, mais j'ai pas compris. Ouais, en fait, vous n'êtes pas imposable. Par contre, ça, c'est un montant qu'on doit vous rembourser à vous. Incroyable, le fisc doit lui verser 667 €. Il s'agit d'un trop-perçu relatif à l'année précédente. Karim a du mal à y croire. J'encaisse ça ou pas 667. Vous allez sûrement recevoir le chèque, ouais. Vous l'encaissez de toute façon. Parce qu'après, j'ai pas de problème avec les impôts. Tu sais, ma situation n'est pas régulière pour le moment. Et je suis sans papier pour le moment. Comment ça se passe? Mais c'est pas un problème pour vous. On ne verra pas vous embêter plus. Non, on sait jamais. Peut-être vous vont m'appeler les flics, on sait jamais. Non, ne faites pas ça. Ne communique pas à quelqu'un d'autre, c'est pas nos affaires. Je vous remercie beaucoup et bon après-midi. À vous aussi. Allez, à bientôt. Nous allons de surprise en surprise. Les impôts ne voient aucun problème à donner de l'argent à un travailleur sans papier. Tu savais qu'ils devaient te donner de l'argent? Tu l'as appris? Non, c'est la première fois, j'ai pas pensé. Moi, j'ai pensé, je paie 667 €. Ouais. J'ai pas compris. Une bonne nouvelle, mais qui lui pose un autre problème. Comment toucher l'argent? Pour que je touche ce chèque-là, j'ai un compte. Mais pour le moment, j'ai pas de compte. Mais Karim a plus d'un tour dans son sac. Après s'être renseigné, il apprend que le Trésor public accepte de convertir les chèques des impôts en argent liquide. Il ne traîne pas pour aller le toucher. Je suis venu une fois ici. Pour être sûr de percevoir son argent, Karim ne veut prendre aucun risque. Cette fois-ci, il ne va pas dire qu'il est sans papier. J'ai un chèque encaissé, s'il vous plaît. C'est vous me donnez de l'argent, c'est pas moi je paye l'argent. Oui. Ah, vous avez compris? Oui, ou un passeport, quand vous voulez. Il donne son passeport algérien, seule pièce d'identité authentique, en sa possession. Allez-y, mais ça passe, hein, normalement. C'est quoi la pièce que tu lui as montrée? Un passeport. Mais mon passeport, dès que je suis pas résident, j'ai pas le droit d'encaisser. Chiant. Effectivement, le passeport étranger ne suffit pas. C'est bon? Pourquoi? Il faut soit revenir avec votre carte de séjour. Oui. Et ça, un passeport. Et pourquoi le passeport? C'est un passeport algérien. Il y avait pas une carte de séjour? Je l'ai oublié. Il nous faut vraiment un titre d'identité en cours, délivré par une autorité française. Karim s'accroche, il insiste et refuse de partir. Agacé,
la responsable du centre intervient. Il est bien sérieux. Ça a répondu, ça sert à rien d'attendre un quart d'heure. Non, je traîne en bois. Il faut des documents pour prouver que les personnes, c'est bien la bonne personne. Et ça, c'est mon passeport. Oui, moi, le passeport algérien, je ne sais pas reconnaître si c'est un vrai ou si c'est un faux. Ah bon? Une carte de séjour, on va le délivrer par une autorité française, je sais reconnaître. Je vous ramène un permis de conduire et un pièce d'identité. Et vous avez le choix. D'accord. Et gentiment, c'est tout. Karim bluffe, il n'est bien sûr en possession d'aucun papier en règle. Mais il ne peut se résoudre à laisser filer cet argent. Je vais ramener le permis, ma pièce d'identité. Je l'encaisse aujourd'hui, Inch'Allah. Il n'a pas travaillé depuis 5 semaines et a vraiment besoin de cette somme. Pour la première fois, Karim va prendre le risque de présenter des faux papiers à une administration française. Des papiers qu'il garde cachés dans son appartement. Ça, mon permis français. C'est comme vous, hein. C'est un faux, ça. Il y a une tête d'un Français, là. Comment il s'appelle, celui-là? Bon, c'est un maquisard de France, je sais pas comment il s'appelle. Et ça, regarde, c'est les bleus, c'est de la merde, ça. Il vient de Thaïlande, je sais pas quoi. Pourquoi tu ne la gardes pas avec toi tout le temps? Ah, mais tu joues avec ma vie, là. J'ai pas envie de jouer avec ma vie, hein. Tu trouves ça? La prison après au bled. Un faux permis très mal imité. Voilà pourquoi Karim ne s'en est encore jamais servi. Alors le trésor public va-t-il se laisser abuser? Pour la première fois, nous le découvrons tendu, anxieux. S'il est découvert, il risque l'arrestation. Bonjour. J'enquête un chèque. Bon, c'est pas celui-là. Allez. Permis ou place? Donne n'importe. Donne la pièce. Au moment crucial où l'agent tient le faux permis en main, Karim tente de faire diversion. Si vous voulez manger, soyez bienvenus. Moi, je travaille je suis cuistot, soyez bienvenus. Je fais des pâtes italiennes délicieuses. Pari réussi, l'agent n'y voit que du feu. Mais nouveau problème. J'ai pas de télévision où j'habite. Oui, mais il faut savoir que dans ce cas-là, il faut faire une réclamation. Oui. Mais vous devez quand même faire le paiement. Cet impôt, Karim n'avait pas prévu de le payer. Mais là, il est coincé. 128? Oui. Putain, 128 €. Pour le truc de télé, moi j'ai pas de télé. C'est ça les impôts, on paye tous les jours. Karim va finir par toucher son argent, mais amputé de la redevance. D'accord, c'est 597. Ok. Moins les 128, ça fait les 597. Oui, merci de la France. Ça va mon frère? Ah, qu'est-ce que t'as un problème? Tu payes pas tes impôts. Hein. Moi je paye réglo, regarde, ils ont pris 128 €. Attendez, 100. 200, 300, 400, 500, 550, 560. 569. Super. Et vive la France. Vive la France. Merci. Hein. Vous allez faire la fête ou quoi? Jamais. Pour mon loyer. Merci. Allez, au revoir. C'est ça le risque. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont dire « Ah, mais celui-là, il profite du système ». Attends, moi, c'est ça, c'est la vie. Hein. Dès qu'on quitte notre pays, on vient dans un pays obligé, on fait n'importe quoi, on gagne l'argent, mais c'est pas dans les règles. C'est pas dans les règles, mais j'ai fait ça, c'est obligatoire pour que je paye mon loyer. Hein. Toi, t'as pas volé l'État? Ben non, ils ont donné, c'est eux, ils ont donné. Attends, si moi je viens, je donne de l'argent, tu dis non? Tu prends ou je prends pas? Je prends. Moi aussi, je dis merci, moi je dis rien, je dis merci la France. J'espère chaque année, ils vont me donner de l'argent. Oui, c'est la réalité. Ciao, comme on dit, arrivederci. Ciao, bello. 400 000 sans-papiers vivent aujourd'hui en France, hors la loi, mais beaucoup plus intégrés qu'on ne le pense. Selon le Bureau international du travail, 80% d'entre eux auraient un emploi.